Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir un ingénieur social. Nous allons pouvoir parler de beaucoup de choses liées à cette profession. Et nous vous invitons à écouter, mais écouter religieusement pour comprendre ce qui se passe dans notre Martinique. Monsieur Galbert Ouifin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est normal, c'était tout à fait naturel. Je pense que je suis au service du peuple martiniquais et c'est avec plaisir que je répondais à cette invitation. En tout cas, je profite pour saluer tout le monde, justement, depuis ce plateau. Alors, votre métier consiste ? Une bonne question. C'est-à-dire que l'ingénierie sociale, en fait, si vous voulez, c'est l'étude des politiques publiques, l'étude, effectivement, c'est une forme de travail social où on s'intéresse, effectivement, à l'analyse de ces politiques publiques, comment on y accède, comment on les évalue également, quels sont leurs résultats, comment ça se manifeste dans nos sociétés. Donc ça permet aussi de mettre le curseur sur ce qui va, mais ce qui va moins aussi, et puis d'essayer de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de tout un chacun. Donc on a du travail en Martinique, vous l'avez bien compris. Pour parler d'évaluation, pour avoir ces résultats, il faut se réveiller tôt. En termes d'évaluation, pas dans le vote, mais dans un bon nombre de domaines, il y a un manque d'évaluation. Vous savez que toute politique publique doit être évaluée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique publique non évaluée, c'est-à-dire c'est de l'argent public, c'est dès lors que vous mettez forcément un droit, ça veut dire quelque chose où les personnes doivent y accéder, vous devez aussi proposer à ces personnes-là les résultats. Donc vous avez des indicateurs qui vous permettent de suivre la performance, l'efficience, l'efficacité des politiques publiques que vous proposez à une population. De toute façon, tout service public doit pouvoir être transparent vis-à-vis des usagers. Je crois que ça se fait en partie. Alors maintenant, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que les méthodologies sont les bonnes ou est-ce qu'il faut les revoir? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, toute politique publique doit avoir une évaluation pesée. À propos de politique publique, actuellement, il y a une grosse souffrance en Martinique. Ce sont les personnes qui n'ont pas encore reçu les émoluments, le stimulus, dans beaucoup de domaines au niveau social. Vous êtes informé de ça? Et je pense que quand vous parlez, faut parler forcément des perturbations qu'on rencontre. Oui. Si vous voulez, la difficulté qu'il y a est de deux ordres. C'est-à-dire qu'en termes de droit, on en a beaucoup. C'est-à-dire que les parlementaires, le gouvernement, enfin, on crée, si vous voulez, des solutions, des réponses politiques, des réponses qui sont aussi administratives par rapport aux besoins d'une population. Cela suppose qu'il y ait des évaluations continues des besoins sociaux dans les populations et que ces évaluations qui sont conduites a priori des politiques publiques correspondent vraiment aux vrais besoins. Après, sa traduction, c'est des décrets, c'est des lois, c'est des schémas, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, là où il y a une difficulté, c'est comment on y accède. C'est-à-dire comment on permet à une population d'accéder à cette politique publique. Je prends un exemple. On vous parle effectivement d'un droit quelconque. Ça peut être le droit au logement, par exemple. Ben oui, mais ça existe. Mais combien de personnes qui normalement devraient avoir accès à ce droit-là y accèdent vraiment? Et c'est tout ce travail qu'on n'arrive pas à faire encore. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses sous le papier, on a beaucoup de choses dans les textes. On pense que tout le monde pourrait y accéder. On voit bien que les choses sont de plus en plus numérisées. C'est-à-dire que pour accéder à un droit, maintenant, il faut savoir utiliser un micro-ordinateur, il faut avoir accès à Internet, etc. Mais vous excluez forcément des gens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème en Martinique d'accès aux droits. Et ça, c'est une problématique. Donc, que ce soit au niveau des droits sociaux servis par la collectivité de Martinique ou bien par une administration quelconque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aujourd'hui mettre de la proximité du aller vers pour permettre à la population d'y accéder. Et ça aussi, c'est un frein. Et en termes d'accès, la fibre, jusqu'à maintenant, tout le monde n'a pas la fibre. Aujourd'hui, pour s'acheter n'importe quoi, cette petite bouteille d'eau, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé d'aller sur mon ordinateur, je suis obligé de prendre mon portable et ainsi de suite. Et finalement, ça bug, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Est-ce que là, on n'a pas été trop vite dans l'installation de cette politique? Je crois qu'effectivement que la dématérialisation, puisque c'est le mot qui est employé, c'est-à-dire le fait de pouvoir rendre accessible un droit au bout d'un clic, au bout d'une machine, c'est quelque chose d'innovant. Je pense qu'il faut tendre à cela. Mais quand vous avez déjà un territoire où vous avez déjà de l'illettrisme, c'est-à-dire le fait déjà de lire le papier
posait déjà problème. Quand vous mettez en plus du papier, je veux dire, du numérique, ça pose encore plus de problèmes. Et il faut comprendre qu'on est ce territoire aussi vieillissant. C'est-à-dire que c'est une population qui est de plus en plus âgée. Les chiffres sont tombés, vous avez entendu ces chiffres de l'INSEE, qui fait de notre territoire l'un des territoires le plus vieux de France, pour ne pas dire le plus vieux de France. Aujourd'hui, c'est clair, quand vous avez aussi des jeunes qui partent et qui laissent forcément des parents seuls, on voit que les personnes qui ont le plus besoin d'accéder aux droits, c'est-à-dire les personnes fragilisées par l'âge, mais fragilisées aussi par l'illettrise, par un handicap quelconque, les personnes vulnérables, dites fragiles, ceux dont le besoin serait de traduire encore les choses, ce sont malheureusement elles qui ne pourraient jamais accéder à certains droits si elles ne sont pas accompagnées pour pouvoir y avoir accès. Ça, c'est un vrai défi aussi. C'est un vrai défi en termes de services. Et je pense que l'absence de proximité ou encore l'insuffisance de proximité marginalise une certaine partie de la population. C'est une inégalité sociale, c'est vrai. Vous dites que les jeunes s'en vont. Je dis autrement. On chasse les jeunes de Martinique. On chasse les jeunes de Martinique. Nous regardons dans beaucoup d'administrations, nous avons un recrutement massif de retraités. C'est inadmissible. Nous avons des jeunes beaucoup plus compétents, qui ont les diplômes requis et tout, ils ne peuvent pas s'installer en Martinique, alors que nous avons des retraités qui se retrouvent recrutés dans beaucoup d'administrations ici. Oui. Nous demandons aux jeunes de s'indigner. Je pense qu'ils s'indignent déjà. Mais pas comme il faut. Non, mais je crois qu'il faut prendre le problème un peu différemment. Je crois que l'administration ne règle pas tout le problème. C'est-à-dire que le fait d'être employé, d'avoir un avenir professionnel, mais aussi un projet de vie, ne se cantonne pas uniquement à une question d'être fonctionnaire ou pas. Je crois que l'entrepreneuriat, l'entreprise, cette liberté de l'emploi, mais l'emploi suppose une qualification. L'emploi suppose aussi l'accès à une qualification. Et vous n'êtes pas sans savoir, M. Grabin, quand vous voyez aujourd'hui les résultats de l'échec scolaire, on est en pleine rentrée scolaire, cela m'interroge également. Donc je crois que le problème de migration, c'est-à-dire le fait de... Alors il y a deux niveaux. Alors, il y a ceux qui partent pour leurs études, donc c'est aller virer. Mais ils font des enfants là-bas, pas ici. Ces enfants sont recrutés là-bas. Oui, mais... Ils sont recensés là-bas, ils ne sont pas recensés ici. Mais... On nous dit on vieillit. Faites nos enfants ici. C'est bien pour ça que je dis aujourd'hui que les politiques publiques s'y intéressent. On a une politique publique un peu récente avec le fameux aller virer, etc. On a des soutiens qui de plus en plus se font ressentir. Alors, est-ce qu'ils sont performants? Je ne sais pas. Je n'ai pas les rendus d'évaluation. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement démographique qui m'inquiète. C'est-à-dire que c'est une Martinique qui se vive de ses forces. Donc, c'est une Martinique qui va se stériliser et qui va faire pousser des personnes âgées seules. Et malheureusement, c'est une Martinique dans laquelle on aura du mal à transmettre notre patrimoine, transmettre notre savoir, transmettre notre martinicalité. Je suis assez inquiet, oui c'est vrai, je suis inquiet. Alors je ne pense pas avoir une solution, mais je crois qu'il doit y avoir une ingénierie sociale qui permettrait, je veux dire, à un ensemble de politiques publiques cette fois-ci accessible, de motiver en tout cas non seulement le retour de ceux qui partent, si on pouvait aussi permettre qu'ils ne partent pas parce qu'on aurait une offre de formation beaucoup plus étoffée qu'on ne l'est actuellement, mais aussi ceux qui partent parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi et qu'ils n'ont pas de qualification, je crois qu'il y a aussi besoin aussi de les accompagner différemment. Oui. Tout ça aujourd'hui est connu. On n'invente rien, on découvre rien, tout ça est connu. Et visiblement, vous n'êtes pas entendu dans votre ingénierie. Que vous faites un métier, très beau métier, vous faites des évaluations et tout, mais ce n'est pas traduit politiquement. Non, je ne sais pas si ce n'est pas traduit. Je pense, vous savez que toute politique publique est d'abord le fruit d'une idéologie politique. Ça veut dire que penser une politique publique aussi, c'est une volonté politique. Je crois qu'il y a une urgence politique de ce territoire. L'urgence politique de la Martinique se situe dans les bons choix. Alors ça, quand on a dit ça, on a dit quelque chose, mais réellement, on ne porte pas de solution concrète. Et c'est peut-être là où on est peut-être moins bon. Je crois qu'à un moment, on a eu tellement de plans. On a eu des assises, on a eu des livres bleus, des livres de toutes sortes de couleurs. On a eu effectivement des politiques publiques pour motiver les Outre-mer, redonner des dynamiques. Nous avons tous les politiques publiques qui convergent vers une seule pensée. Et pourquoi ça ne marche pas ? Je crois qu'à un moment, il faudrait peut-être se poser la question de manière plus ontologique. Si ces plans-là
n'ont pas poussé, c'est parce que le terrain n'était pas bon. Mais c'est bien ce que je vous dis. Ça veut dire que nous ne sommes pas sur un territoire forcément facile. Il n'existe pas de copier-coller de politique hexagonale en Martinique. Celui qui le croit, il se trompe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter, considérer, je vais dire, un pays comme le nôtre avec une histoire totalement post-coloniale, qui n'est pas si lointain que ça, et je le dis souvent, ne n'oublions pas que 1946, il n'y a pas 100 ans. C'est-à-dire que nous avons le statut de colonie, donc il y a forcément besoin peut-être encore de reconsidérer, je vais dire, ce territoire en tenant compte des leçons du passé et de l'évolution. Il y a une décolonialité, M. Grabin. Il y a une manière de concevoir ce territoire-là, dans son écologie globale, avec sa jeunesse prise en compte, mais de ne pas aujourd'hui penser que tout ce qu'on va forcément créer depuis Paris, depuis Nantes, depuis, je ne sais pas, la Bretagne, va ipso facto être une réalité à Martinique, et nous le savons. Et c'est peut-être là où ça blesse. C'est peut-être là où on n'ose pas dire « stop ». Nous allons aujourd'hui adapter, voire même poser une ingénierie sociale de territoire correspondant réellement aux besoins de notre territoire. Qu'est-ce qui manque? Pardon? Qu'est-ce qui manque pour arriver à ça? Alors, je ne sais pas. Moi, je serais tenté de dire qu'il manque du courage et de l'audace. Le fait de reconnaître effectivement qu'une situation ne marche pas, alors en la décriant tout le temps, en disant les mêmes choses, ça s'appelle des constats. Des constats qui continuent, qui se répètent, qui continuent, qui se répètent, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin d'audace, il y a besoin de courage, il y a besoin aujourd'hui de réparation, c'est-à-dire de considérer les choses différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se suffire de consulter uniquement une population via les canaux comme Internet ou autre, où vous savez que ceux qui vont répondre, c'est forcément ceux qui sont déjà concernés. Donc je crois qu'il y a vraiment besoin de libérer des paroles plus en proximité des vrais besoins. Et permettre justement à ces vrais besoins de s'exprimer. Mais ce qu'on assiste, c'est qu'on assiste malheureusement à des répétitions de ce dont on sait par expérience que ça ne fonctionne pas. Et je crois qu'à un moment, il faut renverser la table. Je n'appelle pas à la révolution, mais je rappelle à la prise de conscience en disant que derrière tout ce que nous disons, derrière ces mots que nous employons, il y a quand même des hommes et des femmes martiniquaises et martiniquais qui ont de vrais besoins sociaux, de vraies urgences de vie et qui malheureusement sont résignés et quelquefois en décèdent, oui. Est-ce que le défaut de... Le terme m'échappe. Je reviendrai dessus. Le constat que nous avons sur le terrain, c'est que on tourne en rond. C'est peut-être parce que la Martinique a trop de ronds-points. Si vous le dites. Mais le défaut de prévention, est-ce que c'est pas ça le problème? Il y a une absence totale de prévention, que ce soit les maladies, que ce soit beaucoup de choses. Vous savez que je pense que la prévention, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que prévenir vaut mieux que guérir. C'est une règle qu'on connaît. Mais la prévention est une politique publique. C'est-à-dire la prévention n'est pas simplement dire les choses depuis un château ou dire les choses depuis un bureau. La prévention, c'est sous le terrain. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez aujourd'hui prévenir que ce soit des maladies, de l'isolement, de la rupture, de la criminalité, de la délinquance, ce n'est pas en mettant des choses sur une feuille de papier, en y mettant un tampon avec tout ce qu'on veut comme Marianne et autres, c'est en étant présent là où les gens vivent. Et c'est peut-être là qu'on rate peut-être l'humanisation de la prévention. C'est-à-dire qu'on a plein de petites préventions. Alors ça, par contre, on en a. On ne peut pas aujourd'hui dire que la Martinique est dépossédée de politiques de prévention. Ce serait mentir. Ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour pouvoir éviter que vous ayez trop de moustiques qui vous donneraient de la dengue et autre chose. On sait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir vous éviter d'être diabétique potentiellement, en tout cas en réduisant votre consommation de sucre, ce qui pourrait vous empêcher d'être obèse, ou encore d'être en échec scolaire. On sait tout ça, oui, on le sait, oui. Mais oui. Oui, mais il n'est pas diffusé, c'est ça le problème. La prévention doit être relayée. Ça veut dire qu'il faut un travail social spécialisé de manière à ce que dans ce territoire et plus qu'ailleurs, que la prévention soit traduite
en proximité et dans ce qu'on comprend. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des affiches 4x3 en pensant que la personne qui ne sort pas de son salon parce qu'elle est récluse chez elle, elle n'a pas de transport, vous verrez votre affiche. Enfin, à un moment, il faut qu'il y ait une intelligence de la prévention. Et c'est là que je me dis encore une fois de plus et une fois de trop, que ces politiques publiques qui ont de l'intérêt, qui ont du sens, ne sont malheureusement pas accessibles à ceux qui ont tant besoin de ces politiques publiques-là, et ce qui fait que n'accédant pas, elles continuent à s'enferrer dans leurs difficultés, et à un moment, elles ne renoncent même plus, elles n'y croient plus. Et c'est peut-être là la rupture sociale. Prenons la prévention, je dis respiratoire. Aujourd'hui, beaucoup de maisons sont climatisées. Combien de ceux qui nous regardent là aujourd'hui savent qu'il faille entretenir le climatiseur, qui est bourré de bactéries, bourré de poussière? Je ne suis pas nombreux. Je ne vois pas de campagne sur ça pour montrer à la population qu'il faut impérativement entretenir son climatiseur. Oui, mais enfin, vous prenez un exemple où effectivement, bon, ceux qui ont des climatiseurs, déjà, ce sont ceux qui ont déjà l'électricité. Ce n'est pas non plus déjà gagné. Et puis, c'est vrai que la climatisation, entre guillemets, est de plus en plus un besoin, puisqu'on voit ça devient un confort avec ce que fait. Mais souvent, vous avez des personnes qui ont des climatisations par fortune. C'est-à-dire que mon enfant était en vacances, qu'il habite à Paris, il a vu qu'effectivement que j'avais un petit peu chaud, il m'a installé un climatiseur, je ne sais juste appuyer sur le bouton et l'allumer et l'éteindre. Mais je n'ai jamais pas plus que ça de connaissances. C'est vrai que ce que vous dites a du sens, parce que M. Grabin, c'est dans les petits détails, justement, que les gens nous attendent aussi. C'est-à-dire, c'est pas, donc on parle du climatiseur, je peux parler aussi de l'usage peut-être d'une plaque chauffante, de micro-ondes, peut-être des petits conseils en matière d'alimentation, des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui le sont beaucoup moins, et beaucoup moins pour des publics qui en sont éloignés. Mais c'est justement là. Mais pour que ça puisse arriver, je veux dire dans le sens contraire, il faudrait peut-être avoir eu une enquête, une investigation, un travail de proximité, un travail au plus près de ces populations-là. Mais malheureusement, c'est pas fait. C'est pareil, je prends la violence scolaire. Celui qui ouvre son téléviseur, tic-tac, il change de chaîne, violence scolaire, ça se passe toujours au niveau des enfants. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Je connais un cas de violence scolaire. C'est un dossier, ça fait 17 ans que ce dossier est devant les tribunaux. Un collègue mâle, dangereux, qui a violenté une collègue enceinte de 3 mois. Bouga, ça fait toute caté saut macaque pour essayer de passer à côté. Il ne parvient pas. Ce qu'il ne sait pas, tôt ou tard, il a été condamné définitivement là, en cassation. Maintenant en civil, qui a fait son macaque. Or, ça se passe dans un établissement scolaire de la Martinique où toute l'oligarchie martiniquaise va installer son enfant. C'est ça le problème. Et vous voyez cette répercussion s'installer dans le pays. Et on me parle de violence scolaire, mais on ne me parle pas de la violence entre enseignants. Oui, mais on l'a dit en entrée de jeu. C'est-à-dire que toute politique publique, que ce soit de prévention, de répression, oui, ou encore de contrôle d'une activité administrative, publique ou autre, ça veut dire que ces politiques publiques doivent être évaluées. Et l'évaluation pose des indicateurs clairs. Quand vous dites que ça fait une affaire 17 ans pendante devant une juridiction et qu'effectivement que ces personnes n'accèdent toujours pas à leurs droits, bon, ça, c'est une chose. Mais peut-être est-ce que la situation objet de ce contentieux a été réglée? Est-ce qu'elle perdure? Comment on suit ça? C'est toutes ces questions que nous nous posons dans le cadre des évaluations, mais aussi dans le cadre, je veux dire, de la performance de l'action publique. Mais malheureusement, ça, on revient encore au même. Ça veut dire qu'on en produira des rapports. Mais à un moment, il faut bien que dans ce pays, qu'on puisse non seulement produire des rapports, les lire, parce que ça c'était encore différent, hein, entre produire... Pas fait papillote, et puis produire et lire, mais au moins mettre des plans d'action, mettre cette fois-ci de vraies stratégies, mais pas des stratégies uniquement, encore une fois, pour dire qu'on a fait, mais c'est plutôt on a dit, mais qu'on soit vraiment dans des acteurs qui vont s'assurer que les choses qui sont posées soient évidentes. On est très loin du compte et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je suis relativement inquiet et préoccupé parce que en fait
Oui, on a une société moderne, on a un pays très même performant, technologique, mais ô combien la souffrance dépasse ce cadre de la modernité, ô combien de personnes en sont résignées et depuis longtemps n'y croient plus. Et malheureusement, ça donne toute la situation, non seulement chimérique, mais ce qu'on voit, 30% d'une population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, des maladies chroniques qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus marquées, des gens qui ne vont même plus voter, des gens qui ne sont même plus intéressés par la chose publique, des marginalisations de plus en plus affirmées. Pourquoi ? Posons-nous les bonnes questions et encore les mêmes questions. Que faisons-nous pour pouvoir unifier ce peuple martiniquais ? Et c'est peut-être là aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Pas fédéré par, je veux dire, de grandes déclarations, mais quel lien humanisé est mis en proximité des besoins pour que ces besoins soient enfin dans un projet global de société ? Il y a des solutions à ça. Je reviens à ce que je vous disais. Quand nous avons fait des interventions au rectorat, il a fallu menacer de la médiatisation de cette affaire pour qu'eux, ils entendent raison, ou pas qu'à défendre un adulte irresponsable, violent, par rapport à madame qui est bousculée en tant que femme enceinte, et que Zok a essayé de couvrir parce qu'il est d'un établissement qui fabrique l'oligarchie martiniquaise. Et ça, dans cette affaire-là, pour l'instant, nous ne sommes pas encore montés fortement sur ça. Mais c'est quelque chose qui détruit la Martinique. Le fait de ne pas pouvoir parler aux jeunes, ne pas parler de cette métier-là, ça crée justement cette distance. Alors, est-ce que là, au niveau de la politique publique, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre à ouvrir pour qu'on puisse revenir à l'ancienne et discuter avec les jeunes ? Ne mélangeons pas trois choses. La volonté publique, la politique publique et l'action publique. Nous sommes d'accord. Voilà, je crois qu'il faut avoir déjà une volonté publique, que les choses changent. Il faut peut-être vouloir le changement et traduire ce changement, pas de manière égoïste parce que j'ai décidé de changer, mais parce que la société a besoin de ce changement, ce qui nécessite a priori l'écoute publique, je veux dire l'ouverture publique, ce débat public, cet échange public. Et puis, une fois que la politique publique est posée par rapport aux besoins d'une population, sa traduction en une action publique. Cette action publique, elle n'est pas, je veux dire, figée, elle n'est pas statique, elle va suivre un cours en fonction des métamorphoses. Elle doit être réajustée, il doit avoir des indicateurs, des curseurs. C'est exactement comme une table de mixage. Quand vous écoutez un son, si vous voyez que le son est un peu aigu, vous réglez les choses au fil de l'eau. Vous ne mettez pas un texte sur un papier et vous dites voilà, le texte est ad vitam, ça n'existe pas. Et malheureusement, c'est cette absence de volonté publique qui se base sur l'écoute publique, pas une écoute publique de campagne, pas une écoute publique démagogique, parce qu'on est à la veille d'élections particulières. Pas dans la politique du fanchou. Là, c'est au sport. Nationale. Là, c'est au sport. Mais pour être un peu plus sérieux, ça veut dire qu'une politique publique n'est pas une réplique. Ce n'est pas parce qu'en fait, j'étais pas là, et maintenant que j'arrive, ce que tu as fait avant n'est pas bon. Au panier. Ça s'appelle une réplique, c'est-à-dire qu'il faut le tout changement. Je suis différent, je dois laisser mes marques. Et quitte à imaginer des choses ineptes et ridicules parfois, on se retrouve à avoir des politiques publiques parce que les personnes qui les portent veulent simplement exister dans le symbole d'un acte mémorable. Mais c'est parce qu'on a besoin pour faire avancer un pays. Et c'est bien pour ça que je vous dis que la volonté publique, quand elle n'est pas portée par ce qu'il a forme, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire c'est le règne du droit, c'est-à-dire la représentation d'un peuple, c'est-à-dire le porte-parole d'une population unifiée. Malheureusement, on a de plus en plus de volonté publique qu'on pourrait simplement appeler de l'égoïsme public. Alors cette absence de volonté publique, c'est ce que ça a généré de nombreux cancers en Martinique, de très nombreux cancers en Martinique. Notamment, il n'y a pas que le cancer, mais bon, si vous dites... Oui. Là, il y a une montée en flèche, là, des cancers. Quelle est votre pensée sur ça ? Alors,
là je parle en tant qu'ingénieur, mais je peux vous dire aujourd'hui que les cancers en Martinique, ce sont des chiffres, hein, avant tout, même si derrière ces chiffres-là, ce sont des Martiniquais et des Martiniquais, et ça doit être respecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 1783 nouveaux cas de cancer chaque année. C'est un chiffre qui est relativement stable. C'est vrai que quand vous prenez une population, je veux dire, de 100 000 habitants, on a moins de cancers en Martinique qu'on a en France, quand vous prenez une population de 100 000 habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 11 000 personnes qui sont soit soignées ou suivies pour un cancer tel qu'il soit. Et on a 18 000 personnes vivant en Martinique ayant eu un cancer. Ça fait... Pour les 18 000 personnes, 730 personnes chaque année qui meurent de cancer. Voici l'actualité. Maintenant, il y a des cancers qui sont récurrents et qui nous inquiètent. C'est le cancer de la prostate, où vous avez forcément un nombre très important, plus de 55% de la population. C'est un cancer qui malheureusement fait de la Martinique un triste record, hein, c'est le cancer de la prostate. Et puis vous avez les cancers classiques comme le cancer du sein chez la femme, même s'il y a 1% de cancer du sein chez l'homme aussi, le cancer du côlon et le cancer du poumon, le cancer de la sphère ORL, la tête du cou, ou encore les myélomes multiples, qui sont des cancers du sang. Ce que je peux aussi dire, puisqu'on parle du registre cancer, c'est qu'on ne peut pas non plus rester inactif. Et là, vous avez parlé d'un mot qui m'a beaucoup plu, M. Grabin, c'est le mot prévention, IDO. On sait qu'aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs, que 40% des cancers peuvent être évités. Mais pour ça, il faut adopter des gestes simples, comme l'alimentation. Je vous rappelle que le cancer de l'estomac qui est chez nous en surincidence, je dis que ça veut dire qu'il y a une incidence supérieure à ce qu'on connaît national ou international. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est dû essentiellement à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Cette bactérie se trouve dans notre consommation alimentaire, notamment nos salaisons. Je le disais il n'y a pas si longtemps sur une chaîne concurrente, mais parce qu'en fait, nous avons des modes de vie qui nous exposent plus qu'ailleurs par nos manière de manger à cela. On sait aussi que l'activité physique permet d'éviter les cancers, mais oui, mais il faut que les gens accèdent aussi. On voit que le cancer est une pathologie sociale. Ça veut dire que plus vous malheurez, on dit, hein, plus vous gagnez, malheureusement, par exemple, c'est des chances. Ou qui peut attraper le cancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus, quand vous allez pousser votre caddie dans un supermarché, vous n'allez pas y mettre des fruits, des légumes, des produits bio. Hein, vous mettrez des boîtes de cassoulet, des conserves, etc. Et ces choses-là vous empoisonnent, c'est vrai. Il y a d'autres problèmes d'environnement. Je crois que l'écologie, dans un territoire comme le nôtre, est capitale. C'est-à-dire la santé environnementale, c'est quelque chose de capital. C'est toutes ces conjonctures de choses, même s'il y a la part du hasard, la part de la génétique, etc. Mais je crois qu'il y a aussi dans ce territoire des solutions très concrètes en termes de prévention pour pouvoir éviter certains cancers. Oui, vous avez raison, il y a 40% de cancers de trop. Oui, parce que là, nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre sur ça. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Et lorsque nous regardons comment la population s'alimente, des panneaux 4x4 pour des poulets de moins, pour de la chair, pour tout ce qu'on veut, à moins de 1 euro le kilo, bruit d'hormones de croissance. Quand on regarde ce cocktail pesticide que nous retrouvons dans beaucoup d'alimentations, nous ne sommes pas surpris de savoir et de voir ce qui se passe. Mais là encore, le politique, il voit, il entend. Il a la possibilité de s'informer. S'il ne peut pas s'informer, il a des cadres pour lui dire, voilà, nous avons analysé, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'instant, cette prévention, nous ne la voyons pas. Ah, faites attention, je vois qu'il y a quand même des politiques qui sont montés au créneau, que ce soit en Martinique ou ailleurs. Je veux quand même saluer M. Lurel. Rappelez-vous, sur la loi sur le sucre, ces produits qui étaient anormalement sucrés, oui. Il a fallu attendre quand même, une loi pour qu'on puisse, et encore qui n'est pas intégralement appliqué, pour pouvoir diminuer. Je crois qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Tout à l'heure, je parlais de courage, je parlais d'audace, je parlais de volonté. Je crois qu'il faut justement ces relais. Les politiques de plus en plus s'impliquent. Je ne peux pas non plus venir dire qu'ils ne font rien. Peut-être qu'ils ne font pas suffisamment. C'est qu'ils ne sont pas visibles. C'est ça le problème. Sauf en campagne électorale.
C'est pas visible, c'est ça notre souci. On aurait préféré les voir en permanence pour dire, bon ben, trop sucre pas bon, trop sel pas bon, trop sel gâté soupe, et ainsi de suite. Ben, c'est bien pour ça, mon Carido, qu'il faut que cette fois-ci, parce qu'un politique n'existe que parce qu'il y a des citoyens. C'est-à-dire que on n'est pas en dictature, en tout cas pas encore, j'espère qu'on ne le sera jamais. On est en dictature tropicale. Je vous laisse libre de vos propos, mais en tout cas, ce qui est important qu'on retienne, c'est que si le politique, il est élu pour représenter le peuple. Et malheureusement, ça, c'est pas pour tous les politiques. Peut-être il reste encore une petite et fine partie, parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a un travail politique qui se fait, il y a un métier politique qui avance, mais malheureusement, ça n'avance pas pour moi assez vite. Il ne faut pas qu'ils oublient quand même que la voix qu'ils portent, c'est la voix du peuple. Et ça, quelquefois, on l'oublie très souvent. Pourquoi je parle je dirais, dictature tropicale? Je suis bien placé pour le dire. Plus de 40 ans de ma vie, avec d'autres, nous nous sommes battus pour la qualité de l'eau. Le cocktail de pesticides arrivant au robinet de l'eau. Tout scientifique sait que des combinaisons de ce cocktail de pesticides génèrent des cancers et autres. Ils se sont tous vraiment unis pour essayer de nous démolir. Pour essayer de nous... La science, c'est la science. Les analyses sont les analyses. Ils ont tous les analyses en main. Ils sont tous couchés devant les services de l'État qui leur disent « Monsieur Rabal, bon-il ». Mais vous allez dans tous les services, il n'y a pas un qui boit l'eau du robinet. Très personnellement, je bois encore l'eau du robinet. Je ne parle pas de vous, je parle dans ces services-là. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, monsieur Grabin, là que vous avez raison aussi sur cette partie-là, c'est que je pense qu'il y a aussi une éducation de politique. C'est pas le politique qui éduque le peuple, hein, c'est le peuple qui éduque le politique. Il ne faut pas oublier que le peuple est le patron. Hein, et très souvent, c'est lui l'employeur. Absolument, absolument. Et je pense que le peuple, quelquefois, montre ses sanctions. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que certains politiques ont été bien sanctionnés, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Oui, mais juste aux élections, c'est tout. Tous les 6 ans. Oui, mais permettez-moi de croire quand même qu'il existe de bonne volonté dans ce territoire, car nous tous faisons de la politique à notre manière. Vous en faites aussi, vous, quand vous parlez ainsi. Parce qu'on sent bien chez vous cette volonté de protéger le peuple martiniquais. Oui. Cette volonté c'est mon seul objectif, c'est son sacerdoce. Cette volonté, non seulement de protéger, de l'instruire et de l'amener vers son état de santé beaucoup plus amélioré que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est la notion du ensemble qu'il faut porter aujourd'hui. Et je crois que la vraie ingénierie sociale qu'on pourrait imaginer, ce serait celle déjà de non-exclusivité, de ne pas penser que la vérité existe chez celui-là, l'autre, etc. Arriver à comprendre qu'il doit avoir un aspect fédérateur dans son petit territoire comme ça. On peut travailler ensemble, mais malheureusement, des gars disent que complot nègre c'est complot chien, etc., nègre contre nègre, etc. Mais je crois que tout ce travail de réapprentissage, cette réparation, parce que ce mot j'y tiens beaucoup, parce que je vous ai dit que nous sortons d'une histoire particulière, d'une histoire qui ne nous a pas laissé sans une épigénétique, sans forcément une modification de nos gènes, et aussi une modification de notre rapport à l'autre. Et aujourd'hui, ce que nous voyons dans le débat politique, dans le débat démocratique, voire même dans le débat citoyen le plus ambiant, c'est encore cette réminiscence du post-esclavagisme, du post-colonialisme. Et quand je parle aujourd'hui de décolonialité, c'est-à-dire d'arriver à nous extraire justement de ces choses-là, nous réparer un peu de ça, c'est simplement remettre du sens dans l'unité d'un peuple. Je crois que je suis très perturbé par ce fonctionnement du territoire. C'est un fonctionnement qui est très singulier. Nos peuples fonctionnent selon un modèle de créolisation. Et ça, on ne peut pas non plus en faire semblant de ne pas le savoir. On le sait. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin. Je veux dire, c'est vrai que tout ce qu'on approche aujourd'hui près de la table, ce qu'on dit là, tout le monde le sait. Mais par contre, c'est ça le problème. Mais c'est ça. Tout le monde le sait. C'est pour ça que je vous dis, à un moment, renversons la table. C'est-à-dire, changeons de méthode. C'est-à-dire... Arrêtons les tables rondes. Eh bien voilà, faisons un petit peu carré. En nous montant les tables là. Oui, notamment.
Je pense que c'est l'une des solutions. Mais là encore, il faut déjà avoir le courage de se faire monter la jambe pour monter la table là. Il faut déjà avoir une jambe. Oui. Il nous en reste de moins en moins. C'est ça le problème. Mais malheureusement, faisons très attention. Très, très attention. Ce qui s'est passé dans les années 58-60, pendant l'histoire de la guerre d'Algérie, quand le général de Gaulle a fait sortir les pieds noirs pour leur dire vous rentrez en France. Non. Il dit bon, messieurs, il y a l'outre-mer, on va vous autres là-bas. Beaucoup sont venus par ici. On a eu décembre 59. OK? Après, on a eu le Pumidum pour vider la Martinique. Et puis, les Noirs sont restés. Une date qui montait en puissance. Là, aujourd'hui, ce qui se passe sur l'Afrique, où la France est mise à mal, on aura ici une arrivée massive de nationaux qui est basée sur l'Afrique, qui refuseront d'aller sur le continent, et on dira, bon, messieurs, il y a une des Antilles là-bas, il y a la Guyane, tout le café. Faisons très attention à ça. Et c'est là que, justement, dans ce que nous sommes en train de développer, qu'il faut qu'on mette l'accent. Et éduquer la population pour lui de faire très attention à ça. C'est bien pour ça que je pense que nous sommes un peuple pacifique et un peuple d'ouverture. Et ce que je retiens dans la force de notre peuple, c'est que nous sommes loin d'être des demeurés, loin d'être des idiots, on n'est pas des résilients, on est des résistants. Moi, je suis quelqu'un de pacifique. Je ne pense pas que la solution réside dans des combats de force physique, dans des choses comme ça. Je pense que nos capacités, je veux dire... C'est bien ce que je dis. C'est pas, voilà, c'est pas contre la camarade. C'est ça. Mais il faut le répéter parce qu'en fait, souvent, la population pense que c'est à force de violence qu'on règle le problème. Au contraire. On leur a fait comprendre ça. Certains sont venus faire croire ça. Malheureusement, quand je vois aujourd'hui la situation, notamment de la criminalité, qui m'interpelle beaucoup, je vois la montée de cette délinquance. Et on fait croire que cette délinquance que nous devons combattre, cette criminalité que nous devons combattre de toutes nos forces, parce qu'on ne peut pas non plus vivre dans ce pays avec un tel degré de criminalité, ça c'est pas bon. Il faut quand même qu'il y ait un retour au droit et à la sérénité. Mais aujourd'hui dire que ce sont les idées comme les vôtres, comme les miennes peut-être, où nous croyons qu'il faut du changement et que ce sont ces idées-là, c'est encore, une fois de plus, polluer le débat. Je pense que le débat est totalement intellectuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout pas basé, je ne pense pas que vous ayez le coup de là ni quoi que ce soit. Je pense que nous sommes des gens suffisamment intelligents pour pouvoir recentrer le débat, recomposer effectivement en termes d'ingénierie pour avoir quelque chose d'autre. Et malheureusement, on fait croire encore que les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui vont casser, ce qui est totalement faux. Je crois qu'il y a des urgences sur ce pays-là, de vraies urgences. On a parlé de la santé, c'est une urgence majeure, prioritaire. On parle également de l'échec scolaire, de l'illettrisme, on parle aussi des faits sociaux tels qu'on les connaît, notamment la violence faite aux femmes, qui est un vrai sujet de cette société-là, mais aussi de toutes ces criminalités, ces addictions, cette éponge qu'on voit bien par rapport à la drogue, comment la Martinique se positionne, mais j'ai quand même un peu honte. On voit un peu comment ce territoire, qui était un territoire qui est encore beau, parce que je pense qu'il y a de l'avenir dans ce pays-là. Il y a encore beaucoup d'avenir et ce pays n'est pas tari de promesses. Les promesses ne sont pas uniquement vaines, elles ont du sens. Mais il faut les valoriser. On revient à ça, il faut cette volonté politique, il faut cette décision publique, il faut aussi cette traduction en plan d'action, mais des plans d'action qui sont accompagnés dans toutes les couches. Il faut perfuser chaque cellule de ce pays Martinique. Et puis, il faut le vrai indicateur, un projet de suivi de proximité où personne n'est exclu du suivi, de manière à ce que chacun puisse trouver sa part de Martinique, sa part de bonheur. Moi, je crois. Je suis optimiste parce que je pense que nous sommes un pays résistant, un pays de personnes où on n'a pas l'habitude de se courber. Alors on est peut-être atteint pour le moment de certains symptômes. On l'a prouvé pendant le Covid. On l'a prouvé. Et c'est ça que je vous dis que les choses ne sont pas fatalistes. Il faut vraiment qu'il y ait ce message d'espoir par rapport à cette jeunesse, qu'elle n'ait pas non plus l'impression que nous venons chaque fois dire les mêmes constats. Mais dire que je crois à cette jeunesse, oui, parce que j'ai des enfants. Je ne pense pas que mes enfants aujourd'hui sont totalement paumés, qu'il n'y a plus d'avenir. Mais je dis attention, le signal, il est rouge. Il nous appartient de le faire redevenir vert. Et on a tout ce qu'il faut
On a un pays magnifique. On a une culture, on a des identités plurielles, on a tout ce qu'il faut dans ce territoire pour vivre heureux et vivre en bonne harmonie. Et on s'en rend compte tous. Policiers tous. Nous tous dans ces mêmes côtés, nous sommes dans même côté, nous sommes Voilà. Donc on est dans notre bocal et on devrait pouvoir faire autrement. Le top départ, j'attends. Moi, quand j'ai vu que nous avons des enfants du pays qui tirent à balles réelles sur des enfants du pays, Absolument. ça m'a donné froid dans le dos. Oui. Ça m'a donné froid dans le dos. Hier, c'est joué maman policier. Pendant le carnaval là, vous tenez en masse tout, en vidéo. Personne ne peut regarder. Actuellement, en face, il vient découvrir qu'on tire en l'air. C'est cette perte de repères. Quand on parle de culture, je vais revenir sur ça, et d'identité aussi, on parle du besoin de ce territoire de retrouver de vraies marques transmises. Avant, on était tout le monde, c'est-à-dire qu'on avait un respect, on a encore d'ailleurs, je le disais il n'y a pas longtemps, on a encore ce respect pour nos aînés. Malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas eu toute la transmission, on a eu un moment, un passage à vide, peut-être avec la modernité, peut-être avec le départ, peut-être avec plein de choses, je ne sais pas comment les expliquer, mais à un moment, cette perte de repères nous a coûté cher. On a substitué ça à des styles, à des gens, des manières d'être, même quand on voit aujourd'hui comment se comportent nos jeunes avec des danses qui sont à la limite, je ne sais pas. Je crois que c'est cette perte de repères, ce besoin d'éducation prioritaire par la transmission, ce besoin de reconsidérer les choses. Et je crois que ce projet culturel, parce que là, il faut en parler aussi, il n'y a pas que de politique publique autour de la délinquance, de la criminalité, de l'emploi. Il y a aussi un projet culturel pour ce territoire. Et je crois que le fait de redresser cette jeunesse passe aussi par lui permettre de s'approprier une identité et une culture totalement compatible avec le projet de bonheur qu'on veut pour ce pays-là, sans forcément le laisser livrer à lui-même. Je pense que la théorie du gangster, on a bien vu où ça nous mène, et aujourd'hui, elle ne nous porte pas autre chose que manifestement des catastrophes un peu partout. Souvent, nous leur disons, pour 5 minutes de plaisir supplémentaire, vous pouvez avoir des années de bonheur en moi. Absolument. Il y a un petit bonhomme aujourd'hui qui a regretté 5 minutes de plaisir supplémentaire là qu'ils ont eu hier. Oui. Mais c'est à tout ça que s'intéresse l'ingénierie sociale. C'est à tout ça, c'est vraiment être au plus près, je veux dire, des besoins d'une population, être au plus près du travail social de proximité, être au plus près aussi de leur traduction dans des politiques publiques qui ont du sens, de la cohérence et qui sont aussi accessibles. Et puis pouvoir dire à des moments, attention, on a voulu faire ça, mais ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'adapter? On a voulu faire ça, mais malheureusement un tel n'y accède pas. Comment le rallier à ça? C'est un peu tout ça, je veux dire, aujourd'hui. Qu'on essaye, quand on le peut, de relayer de manière académique par nos travaux, par nos recherches, puis qu'on reste quand même des scientifiques, de manière à pouvoir faire comprendre, je vais dire, à ceux qui nous gouvernent, qu'en fait, que la gouvernance idéologique est purement politique et politicienne, voire même du feng shui, vous l'avez nommé vous-même, ne nous amène nulle part, si ce n'est que dans une impasse. Et la première victime, c'est le Martiniquais. C'est la Martiniquaise et c'est la population qui en pâtit. Alors nous avons 2 exemples aujourd'hui. L'exemple national, il suffit de regarder le mardi les séances de questions au gouvernement au niveau national, à l'Assemblée nationale. Et il suffit de regarder nos plénières en Martinique et on a très vite compris que finalement, le plus grand parti politique de France et d'ici, c'est l'abstention. Absolument. On se désintéresse. Or, si eux commencez par donner l'exemple. Pour faire ce qu'il faut pour que la population puisse se dire, mais attends, effectivement, ça ramène d'un tel côté. Or, l'exemple hier, elle était affichée. Aujourd'hui, on dit tout font les causes. On dit certains gamins à l'école agressent des enfants qui avancent en les traitant de tous les noms parce qu'il y a une de bonnes notes. Si nous continuons comme ça, messieurs, Babla nous aller. On peut qu'ils continuent comme ça longtemps. Hein.
façon, à un moment, la machine se régénère. C'est-à-dire que je crois que on oublie que le Martiniquais, la Martiniquaise, le politique aussi d'ailleurs, enfin, qui est d'ailleurs aussi un Martiniquais et une Martiniquaise, on appartient à un grand tout écologique. Et on est quand même dans un système naturel, où les choses se règlent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a forcément des réglages qui nous dépassent. Qui sont imposés par la nature. Voilà, et ce que je vous dis, que je crois qu'à un moment, on est sanctionné tôt ou tard. Et c'est pas forcément une sanction, mais on voit bien, je vous donne un exemple, le réchauffement climatique, tout ce que nous connaissons. On ne peut pas faire autant de mal à une planète, autant de mal à un peuple, sans s'attendre forcément au boomerang. Donc je crois qu'il faut être conscient aussi de tout ça. Et puis il faut dire que l'ingénierie sociale que je porte de par mes recherches, de par mes travaux, je travaille beaucoup sur les pathologies de société, c'est-à-dire sur le fait que comment on essaie d'interpréter. Souvent, j'ai des écarts entre les symptômes, ce que je pense être une pathologie, mais qui en réalité est un symptôme, et comment on peut décortiquer tout ça, parce qu'il y a quand même des pathologies sociales qui sont endémiques à notre territoire et qui sont tellement dans une logique de récurrence qu'on se demande est-ce qu'on n'est pas en train, qu'on disait Maman Matékédi, chailler de l'eau en panier. Mais mon gars pensait qu'on lève ou colmater panier, ah oui. Il faut l'enlever. Mais à propos de nature, la nature, c'est la seule femme qui, quand elle est violée, ne crie pas. Mais quand elle s'énerve, on a un exemple simple. Hein, ce qui s'est passé cette semaine à New York. Mm-hmm. Mais c'est vrai. Un exemple simple. Ça a duré combien de temps? La pluie qui est tombée à New York, là. Il met très peu de temps. Très peu de temps. Mais enfin... En très peu de temps. On a eu ce qu'on a vu au Maroc. Un petit coup de tremblé, c'est tout. Papi fait la cueille à terre, et puis toute balle à terre. C'est là où nous disons qu'il faut qu'on fasse très attention. Et pour l'instant, quand nous regardons notre population, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Donc, dans la politique publique... Je suis pas trop d'accord qu'elle ne soit pas prête. Hein. Je pense qu'elle est non seulement prête, elle est aujourd'hui debout. Ah oui, c'est... Enfin... Pour se relever, peut-être. Pour se relever, mais je pense que la population a très bien compris qu'elle est en danger si on ne change pas de cap. Je pense qu'elle a compris ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se posent plus la question de savoir que, bon, il y a une urgence. Que vous soyez entendus, parce qu'on nous écoute pour comprendre. Et nous disons qu'il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Le mot-clé, prévention. Prévention. Que l'on mette en place cette politique publique, que cette prévention générale soit mise en place. Elle existait hier, c'est ce que je veux dire. Elle a existé. Hier, là, en grand monde, tu parles, bon, tu as rentré en terre, tu as respecté ces deux-là. Non. C'est pourquoi nous avons dit, la Martinique a eu beaucoup de choses par le passé. Elle s'est relevée après l'esclavage, elle s'est relevée après la colonisation. Elle se relève après un cyclone chaque fois. Vous avez vu? Je vous disais qu'elle est debout. Oui, mais attends, il ne faut pas chaque fois, il faut nous caser tout le là pour essayer. Non, mais après, je pense qu'il y a un processus, je veux dire, qui se met en place. Et c'est bien pour ça que je dis qu'un territoire qui a connu autant de problèmes, un territoire qui est né sur un viol quand même, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un territoire qui s'est construit sur la prédation, sur un crime, un vrai crime, un crime reconnu contre l'humanité, et un territoire qui se débat avec une existence, avec un présent, malheureusement, qui essaye de toutes ses forces de sortir ses griffes en tête pour essayer de se relever. Je crois qu'il y a aussi besoin que ce territoire-là, il ne passera pas toute sa vie à être résilient. Eh bien, il devra être réparé et il devra aussi repartir sur un vrai projet, oui. Nous sommes conscients de ça. Mais on aurait voulu que ce soit beaucoup plus fort. Plus fort. Et souvent, nous rencontrons des gens dans la société qui ont dit Messi, qui ont des émissions et tout, qui nous disent avoir appris beaucoup de choses. C'est pourquoi nous invitons des personnes performantes pour venir passer des messages. Mais en même temps, nous réalistes. Nous constatons une chose. Là, actuellement, la Martinique est très nerveuse.
Elle est très nerveuse. C'est un pays énervé, c'est un pays écrasé, c'est un pays dans lequel, effectivement, on peut même craindre le pire. Ça va aller vite. Hein. Parce qu'on est assis sur une vraie bombe. Une bombe sociale. Mais une bombe sociale avec toutes les répercussions économiques, et voire même des répercussions en termes de vie, que cela pourrait laisser craindre. Donc je me dis que quand on vient sur des plateaux comme ça, on ne vient pas juste pour pouvoir avoir une discussion un peu intellectualisée, un peu mondaine, des fois, non. Une discussion de débit de la régie. Oh oui, non, c'est pas ça. On vient simplement parce qu'on est conscient qu'il y a une urgence, on est conscient que si nous ne réagissons pas avec le peuple, avec et lui, pour le peuple, et exclusivement par le peuple, parce que tout ce qui va se passer, c'est par lui aussi, nous perdons non seulement du temps, mais nous ne faisons qu'empirer une situation qui ne demande qu'à être résolue. Je vous fais. On n'est pas fini. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Il faut que nous lever. C'est-à-dire qu'il faut que nous lever. Je pense vraiment qu'il faut qu'on comprenne que tous ces constats, ça fait des dizaines d'années qu'on répète les mêmes constats. Nous n'avons pas besoin de constats encore. Je pense qu'à un moment maintenant, il faut qu'on écrive, un plan d'action inclusif, un plan d'action qu'on l'écrive dans le marbre. Oui, dans le marbre. Mais que ce soit une commande du peuple aux politiques. Et que si je pense que les prochaines élections, pas tout de suite, parce qu'il y a encore quelques temps à attendre avant ces prochaines élections, que le candidat qui devrait venir, et se soumettre à l'exercice de la démocratie, soit le candidat qui porte justement cette parole du peuple, parce qu'il aurait pris le temps dès maintenant de pouvoir l'analyser, de pouvoir préparer quelque chose qui nous ressemble. Je crois que nous ne sommes pas au fond du trou. Nous sommes juste à l'entrée d'une porte. Nous frappons, nous ne voyons pas ouvert, nous ouvrons nous-mêmes et nous qui rentrons. De toute façon, une chose est certaine, je crois en ce pays-là, je suis très confiant sur ce peuple martiniquais, je pense qu'on a encore des ressources, mais je pense que pour les protéger, on n'a pas de temps à perdre. C'est une chance politique et c'est vrai. En termes politiques, je vais vous dire une chose, Jésus-Christ a été le premier à marcher sur l'eau. Nous le disons tout le temps, nos dirigeants. Faites très attention. Demain, vous allez être les premiers à courir les mer à peu plein d'eau autres. Faites très attention. Pour l'instant, c'est une population qui est très, très, très énervée. Il y a des choses graves qui se font là, dans notre société, qui vont déboucher sur une explosion. C'est peut-être là, à partir de là, qu'on verra ce décollage. C'est un coup de tonnerre qui a mené beau temps. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tout le plaisir sera pour nous de vous recevoir, de vous revoir sur le plateau. Et nous remercions tous ceux qui nous écoutent, de continuer à écouter pour comprendre. Et surtout de se dire, en écoutant, il peut sortir quelque chose de formidable derrière. Merci encore, à très bientôt.